Daniel Habert, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Paris, il est donc 1 heure de moins pour vous. Merci de vous être levé en ce dimanche matin plus tôt pour répondre à nos questions sur studiocalita.com. Comme je le disais, vous êtes un économiste et en particulier vous vous êtes penché récemment encore sur l'économie israélienne dans le cadre d'un livre qui est intitulé Les surprises de l'économie israélienne, publié en novembre 2016, si je ne m'abuse, aux éditions L'Harmattan, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà, alors avec vous, nous allons parler effectivement de l'économie israélienne, mais en partant d'un développement assez dramatique qui s'est produit en fin de semaine dernière, l'annonce d'une chute des revenus, d'une baisse très sensible des revenus de Teva, du consortium pharmaceutique israélien en matière générique, qui est l'un des plus grands consortiums pharmaceutiques au monde, qui a annoncé avoir perdu quelques 6 milliards de dollars en un seul trimestre. On a du mal à imaginer un tel chiffre, une telle donnée. Alors la première question que je voudrais vous poser, Teva qui a été jusque-là le fleuron de l'économie israélienne, semble avoir négocié un mauvais tournant peut-être depuis le départ de son mythique patron Eli Horowitz. Que s'est-il passé? Comment un consortium aussi puissant que Teva arrive à une situation comme celle-là? Et je précise, puisque les journaux en parlent ce matin, qu'en 2 jours, l'action de Teva a perdu quelque 33%. C'est donc assez important et dramatique même. Oui. Alors donc ça soulève évidemment beaucoup de questions. D'abord, c'est pas unique dans l'histoire des grandes entreprises mondiales. Il y en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle les accidents industriels ou des accidents économiques très forts. Le fait de perdre beaucoup d'argent d'un coup s'explique très facilement. Ils ont fait une acquisition aux États-Unis. Ils ont évalué après cette acquisition qu'en fait elle avait été acquise beaucoup trop cher, et donc ils ont ce qu'on appelle fait une dépréciation d'un coup de la valeur de cet actif qu'ils venaient d'acheter. Ils l'ont acheté trop cher, ils l'ont ramené à sa vraie valeur, et donc on perd d'un coup dans les livres une grande somme d'argent. Et puis comme la société se doit d'être transparente puisqu'elle est cotée sur beaucoup de bourses mondiales, et bien évidemment le cours de bourse chute. C'est arrivé à des très grandes firmes dans le monde qui se sont ensuite redressées. Donc il faut aller chercher un tout petit peu plus loin ce qui est arrivé à Teva. Juste pour donner le contexte, Teva évidemment c'est une firme israélienne, c'est la des plus grandes firmes privées d'Israël, peut-être la plus grande. Mais c'est devenu une firme globale, une firme mondiale, et Israël d'ailleurs au fond ne représente qu'une toute petite partie de l'activité de Teva. Sur les 80 usines de Teva, il y en a qu'un tout petit nombre qui sont en Israël, les autres sont disséminés dans le monde, aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Chine. Les centres de décision restent en Israël, une grande partie de la recherche, car Teva, bien qu'il fasse du générique, fait aussi de la recherche de spécialité, je vais en parler, et donc vous avez une firme qui est étendue sur tout le territoire mondial et donc qui est sensible à tout ce qui peut passer dans le monde. Alors, vous avez bien fait de parler de générique. Générique, ça existe depuis quand même assez longtemps, depuis 50 ans. Il s'agit pour un certain nombre de laboratoires de s'être spécialisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques qui ont été inventés ou développés ailleurs que chez eux. Et ces produits sont, au bout de 25 ans, tombés dans ce qu'on appelle le domaine public, comme les livres. Il n'y a plus de droits d'auteur à payer, donc là, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de royalty à payer à l'inventeur de la spécialité, et donc tout le monde peut le fabriquer. Et c'est ce qui est arrivé à Teva avec le Copaxone, c'est cela? Alors, Copaxone, voilà, c'est très curieux. Voilà une firme, Teva, qui était dans le générique, qui a gagné beaucoup d'argent, comme tous ceux qui ont fait du générique depuis 50 ans, parce que c'est des grandes masses, c'est du volume. Entre parenthèses, il faut dire que le générique, c'est un grand bienfait pour l'humanité parce que ça a permis à des milliards d'êtres humains qui ne pouvaient pas payer les prix très élevés des spécialités d'avoir accès à des médicaments puissants, actifs, à des prix très bas. Donc ça a sauvé des milliards d'êtres humains, ça a sauvé aussi l'équilibre de la sécurité sociale de beaucoup de pays, ça a fait baisser le prix des produits. En même temps, ça enrichit un certain nombre de grandes entreprises, comme Teva, comme des entreprises indiennes, japonaises ou américaines. Et beaucoup ont utilisé ces profits pour eux-mêmes devenir des inventeurs de molécules. Ils ont fait de la recherche. Et dans le cadre de Teva, eux, ils ont acheté
un brevet qui avait été développé à l'Institut Weizmann, qui est devenu le Copaxone, qui est le seul produit au monde qui traite malheureusement pas suffisamment ce qu'on appelle la sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie épouvantable, et donc on avait dans les mains de Teva le seul médicament. Et maintenant, il tombe aussi dans le domaine public. Alors peut-être que Teva va le faire en générique, d'autres pourront le faire aussi. Donc il a perdu une source de profit très importante, et cette source de profit lui avait permis de faire dans le générique ce que font toutes les entreprises dans le monde, tous les laboratoires pharmaceutiques qui sont dans le générique, c'est-à-dire la course à la taille. Parce que quand vous êtes dans le générique, ce qui compte, c'est le prix, donc le coût. Il faut baisser les coûts, donc il faut au fond fusionner des concurrents. Alors chacun se rachète les uns les autres. On a vu ça dans tous les grands domaines de l'industrie mondiale, dans la sidérurgie par exemple. Et donc on fusionne, on fait baisser les coûts, mais les autres en font autant, et donc vous avez une baisse tendancielle du prix des génériques qui diminue les profits. Et ce qui s'est passé pour Teva, c'est que pour grandir, pour devenir le numéro 1 du générique, ils ont acheté une firme américaine qui s'appelle Allergan, et ils l'ont acheté cher parce qu'ils n'étaient pas les seuls à vouloir l'acheter. Et finalement, ils l'ont acheté trop cher au moment où les prix des génériques trouvaient encore une phase de baisse liée à la conjoncture mondiale. Donc c'est un pas de chance qui arrive dans beaucoup de domaines. Et donc ils ont ce double problème d'être à la fois pris dans la baisse des prix des génériques et de perdre une des rares spécialités qu'ils ont, mais ils en ont d'autres et ils vont en développer d'autres. Donc c'est un très mauvais moment à passer. Mais mais Teva peut se ressaisir et redevenir très rapidement une firme rentable. Alors rapidement, certainement pas. Et donc quand on lit ce qu'on lit dans la presse, on comprend que ça va passer d'abord par une phase d'amaigrissement. Oui. Il faut licencier, il faut fermer des usines, il faut se recentrer sur un certain nombre de recherches qui ont plus de chances d'aboutir. Il faut peut-être revendre des actifs, il faut peut-être perdre le rêve d'être le numéro 1 mondial des génériques et d'être simplement un des grands. Donc tout ça c'est faisable. Une grande firme dans l'automobile comme Nissan était en faillite. Renault est arrivé, a fermé 5 usines, licencié près de 100 000 personnes. A apporté un certain nombre de changements de gestion, de management, et aujourd'hui Nissan gagne beaucoup d'argent et est devenu plus gros que la firme Renault qui l'avait acheté. Donc oui, on peut redresser, c'est pas rapide, ça va passer par un épisode assez douloureux pour les salariés qui sont licenciés, et puis pour l'image de l'entreprise, et ça c'est un peu dommage. Daniel, quel est l'impact d'un tel développement lorsqu'il s'agit, comme vous le disiez, effectivement d'un grand consortium israélien, mais qui est aujourd'hui de dimension internationale? Quel est l'impact pour l'économie israélienne? Je pense que c'est peut-être Israël qui subit le moins d'impact, parce que il y a peu d'usines en Israël. La majorité des usines sont à l'étranger, donc les licenciements se feront essentiellement dans des usines et dans les ventes d'actifs. Ce qui reste en Israël, c'est le quartier général, c'est le centre de décision, donc tout ça va rester, parce qu'au contraire, on a besoin d'un centre de décision fort pour prendre des décisions fortes, et puis parce que la recherche était essentiellement en Israël, et que cette recherche-là, il va falloir la doper. Donc je pense que pour Israël, c'est pas un drame mondial, c'est probablement de là que va partir la solution. Mais pour Teva, c'est un processus de management douloureux. Mais alors c'est là que vient le vrai problème de Teva dont on parle pas assez, qui est la gestion. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi de telles erreurs ou de tels drames sont arrivés? C'est parce que finalement Teva était une petite entreprise familiale. Qui a finalement été consolidée par donc c'était une association de plusieurs petits labos israéliens qui se sont rachetés les uns les autres. Finalement, l'un d'entre eux a pris le pas sur les autres. Ça a été Eli Hurwitz qui a fait grandir son entreprise parce qu'il avait trouvé de très bons directeurs généraux, des gens qui étaient de grands opérationnels. Mais tous ces directeurs généraux dans ce type de boîte ont beaucoup de problèmes
parce qu'ils ne sont pas maîtres totalement de leurs décisions. Eux, ils ont une stratégie en tête, mais ils ont au-dessus d'eux un conseil d'administration, c'est-à-dire les propriétaires, ceux qui ont mis l'argent, et qui sont souvent peuplés de gens qui ont fondé l'entreprise et qui disent « Ah oui, mais on ne peut pas changer ça, c'était mieux avant qui sont les défenseurs d'un certain conservatisme. Et beaucoup des directeurs les plus brillants, car il y en a eu, et ils ont tous été extraordinaires, de Teva ont été obligés de partir à un moment donné parce qu'il y avait une situation de conflit. La mort d'Eli Hurwitz a évidemment précipité tout ça. De nouveaux actionnaires sont arrivés, des actionnaires internationaux, mondiaux. Et donc vous pouvez imaginer qu'un directeur général qui est un manager, qui a en tête une stratégie, qui sait ce qu'il faut faire et qui se heurte quotidiennement à des difficultés de liaison avec son conseil d'administration, finalement ils finissent par partir. Il y a une très grosse consommation de directeurs généraux, donc ça fait perdre à Teva on pourrait dire une constance et une unité de management. Stabilité, oui. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de directeurs généraux. Ça fait 6 mois qu'ils en ont un en intérim. Voilà. Et donc, quand vous êtes en pleine crise et que vous n'avez pas de patron à bord, vous n'avez pas de capitaine, c'est ça la vraie difficulté. Donc, l'urgence pour Teva, c'est d'avoir un patron. C'est de mettre de l'ordre certainement dans les relations entre ce patron et son conseil d'administration pour que le patron puisse faire ce qu'il faut faire. La chance de Renault chez Nissan, c'est que Renault est devenu le patron de Nissan. Ils ont pris très vite toutes les décisions les plus douces qu'il y a eu à faire et ils les ont faites. Et donc c'est la grande difficulté maintenant pour Teva. C'est un problème de management qui d'ailleurs fait réfléchir à Israël lui-même. Oui. Israël est un pays qui est devenu un pays très important sur le plan économique grâce à ses hautes technologies. Mais au fond, il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises, il y a beaucoup de start-up. Oui. Ces start-up, elles sont très rapidement achetées. C'est ce que je voulais vous demander, effectivement. C'est-à-dire, c'est que Teva, ça a été créé bien avant que l'on parle d'une start-up nation comme l'État d'Israël, et que finalement, on a du mal à voir. C'est-à-dire, on a le sentiment que même ces grandes compagnies, eh bien, elles arrivent à un certain moment à une situation de difficulté. Alors, on est d'un côté avec des grandes compagnies, des grands consortiums, il n'y en a pas beaucoup effectivement en Israël, et qui se heurtent à des difficultés. De l'autre côté, à des sociétés qui sont très rapidement vendues, des startups qui sont très rapidement vendues, comme on l'a vu dans le cas de Mobileye ou d'autres startups. Et donc, quelque part, cette économie israélienne qui a l'air véritablement de se développer, parallèlement, on a le sentiment qu'elle ne repose sur aucun socle véritablement solide. Est-ce que je me trompe ? Non, votre analyse elle est parfaite, mais on ne peut pas dire que le socle est faible. Il existe. Écoutez, d'abord, il faut regarder. Israël, c'est un tout petit pays. C'est un marché minime dans le monde. On parle de 7 milliards d'êtres humains, 8 millions d'Israéliens. Donc, il n'y a pas de marché intérieur. Et il n'y a pas la capacité pour Israël de développer des grandes firmes à partir seulement d'Israël. Mobileye a très très bien fait de vendre à des gens qui sont capables d'avoir une véritable gestion mondiale, et puis ils l'ont vendu très très cher. Donc finalement, Israël se retrouve tout à fait bien dans le fait qu'elle a la capacité de créer, de développer des entreprises de taille modeste, et ensuite quand elles deviennent grandes, il faut trouver d'autres solutions. Alors une solution peut être de vendre, ça n'a pas été le cas de Teva. Teva s'est développé dans le monde entier, mais là, vous avez une situation quand même très particulière où le centre de l'entreprise, qui est Israël, est tout petit par rapport à un monde qui est immense. Et donc, pour gérer une firme globale qui est fondée qui est assise dans un petit pays, ça existe. Nestlé, c'est son cas. Oui. Nestlé, c'est une des plus grandes firmes mondiales, la plus grande dans l'agroalimentaire. Son centre de recherche et son centre, c'est à Vevey, dans un tout petit pays, pas plus grand qu'Israël, la Suisse. Et ils y arrivent. Mais alors, ils y arrivent parce qu'ils sont extrêmement bien gérés. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on manque en Israël de grands directeurs internationaux ? Est-ce qu'Israël, par sa taille, par sa capacité à créer des startups sans cesse, est un pays qui est capable de générer de grands leaders ? Moi, la réponse ma réponse, elle est dans les universités où j'enseigne en ce moment, où on essaye de former des grands patrons israéliens. Et peut-être qu'on va devoir se poser la question que peut-être qu'une grande firme mondiale israélienne devrait être dirigée par un non-israélien. Oui. C'est le cas par exemple au Japon. Sony a tenté d'avoir des patrons
qui était dans la même situation que Teva aujourd'hui, et qui continue d'ailleurs à être en difficulté, a pris des patrons américains. Ça n'a pas toujours été une réussite. Vous avez comme ça des grandes firmes qui prennent des patrons étrangers parce que c'est eux qui ont les meilleures capacités managériales. En Israël, on en a quelques-uns. Le plus extraordinaire, je vais vous dire, je ne sais pas si cette histoire est connue, c'est qu'un des plus grands patrons israéliens vient de Teva. C'était un des dirigeants de Teva quand Eli Horowitz était président. Il s'appelait Israël, il s'appelle toujours Israël Makov. C'est peut-être un des plus grands patrons israéliens et le plus extraordinaire dans son histoire. Et d'ailleurs, je la raconte dans le livre que je viens de publier, que vous avez cité au début de l'émission, Les surprises de l'économie d'Israël. Son histoire est extraordinaire parce qu'il a finalement dû quitter Teva parce qu'il ne s'entendait pas avec la famille qui était autour d'Eli. C'était une structure trop familiale. Un salarié n'arrivait pas à trouver son espace de liberté. Et finalement, il a été recruté par un concurrent de Teva qui était indien. Alors vous avez cette situation paradoxale. Vous avez un des plus grands patrons indiens qui est un Israélien, et où on ne trouve pas en Israël des grands patrons capables de gérer une entreprise. Donc c'est une vraie question que beaucoup des gens que j'ai interviewés dans le livre m'ont posé, cette question d'être capable de susciter en Israël des grands patrons mondiaux. Et là, il faut se poser la question de la culture de management israélienne. On est un pays très, très, très innovant. C'est une culture de la rapidité, c'est une culture de l'audace, c'est une culture de prise de risque. Et donc, ça paye dans le domaine des startups, ça permet d'avoir un flux continu de sociétés innovantes. Mais quand on passe à un stade différent, qui est la taille mondiale, c'est plus les mêmes qualités qui sont nécessaires. Elles sont peut-être pas en Israël, parce que c'est pas la culture du pays. Parce qu'on préfère courir un 100 mètres qu'un marathon, peut-être. Oui, non, mais c'est une très bonne image. Les marathoniens, c'est pas le même profil physique que les startups. Et alors, on se trouve dans ce paradoxe qu'en Israël, on est un pays de savants, de techniciens, d'inventeurs, et pas un pays de managers, alors qu'on l'a été dans le passé en diaspora. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir des grands patrons israéliens qui sont aujourd'hui dans la Silicon Valley, qui sont un peu répartis dans le monde, mais pas assez, parce que cette culture israélienne, finalement, qui est un concentré de la culture mondiale, parce que les Israéliens, ils viennent de 50 pays différents, finalement, elle est assez spécifique. Elle est peut-être pas la meilleure pour gérer des entreprises de taille mondiale, où la recherche est ici, les entreprises sont à des milliers de kilomètres, où il faut gérer des relations humaines complexes. Peut-être que c'est pas encore la spécialité d'Israël. Il faudra former, on continue à les former. Les universités israéliennes sont très très bonnes. On vient de tous les pays du monde pour étudier. Beaucoup d'Israéliens vont étudier en France, en Allemagne, en Angleterre et évidemment beaucoup aux États-Unis. Donc tout ça va certainement changer au cours des années qui viennent. Mais pour l'instant, l'exemple de Teva est assez symbolique d'une entreprise israélienne qui a du mal à gérer son développement. Oui, il faut le constater. Eh bien, professeur Daniel Habert, merci pour cet entretien, je dois l'avouer, très passionnant. Merci de nous avoir donné, d'une certaine manière, en quelques minutes, un cours magistral de compréhension de l'économie israélienne à travers le cas particulier de ce consortium qu'est Teva. Merci d'avoir été avec nous et on se réserve le droit de vous solliciter dans d'autres cas semblables pour nous éclairer un peu sur ce qui se passe dans l'économie israélienne que vous connaissez donc aussi bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com. Bonne journée et bonne semaine. Merci au professeur Daniel Habert d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire.